Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur un boîtier, et bien en voici un, il s'agit du Sharkoon VG7. Il s'agit de la version avec ventilateur LED, RGB, etc. Bon, bah, ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est la seule version qu'on trouve de nos jours. Alors Sharkoon est une marque que je ne connais absolument pas, et on va du coup, on va essayer leurs produits, puis on va leur laisser une chance, hein. Alors ils m'ont contacté pour tester un énorme boîtier gigantesque, LED RGB partout, etc., des ventilateurs dans tous les sens. Mais clairement, moi, ce qui m'intéresse dans un boîtier, c'est pas du tout ça. Alors j'ai insisté pour recevoir plutôt ce boîtier-là, qui coûte beaucoup moins cher. C'est un boîtier à 60 €. La particularité de ce boîtier, c'est que c'est assez rare, mais c'est un boîtier compact, qui permet pourtant de mettre une carte mère taille normale, vous savez, ATX complet, pas micro ATX, celle où il y a très peu de ports PCI, vous voyez. Mais un autre truc aussi qui est assez rare dans ce boîtier, en tout cas à notre époque, c'est le fait qu'il ait une baie 5,25 pouces. Et alors ça, on n'en trouve nulle part. Alors je vous entends déjà derrière vos claviers en train de vous dire « Mais ça sert plus à rien, plus personne n'utilise les lecteurs CD ». Oui, mais c'est pas pour ça du tout que cette baie est encore importante. Cette baie est importante parce que si jamais ils inventent un nouveau port, genre des ports USB 4 ou des je ne sais pas quoi, enfin un truc qui devient indispensable à mettre en façade parce que sinon c'est pas pratique, eh ben vous en aurez tout simplement pas, si vous serez obligé de changer de boîtier. Alors que si vous avez une baie 5,25 pouces, ça vous permettra de pouvoir rajouter ce que vous voulez d'important. Genre par exemple, moi ce que j'aime bien avoir en façade, c'est un lecteur de carte SD. Parce que un lecteur de carte SD, etc., bah vous voyez, moi j'ai ma caméra, elle enregistre en port SD, machin chose, si j'utilise le port USB pour transférer les vidéos, ça met des plombs, ça marche pas bien, etc. Bah là j'ai juste à sortir la carte SD, je l'enfourne dans le lecteur SD en façade, hop, je vide tout, hop, je la refous dans la caméra, voilà, ça va beaucoup plus vite comme ça, et c'est pareil aussi si vous avez des compacts flash ou des trucs comme ça pour les appareils photo. Alors, je sais que beaucoup de gens ne font pas comme ça, mais voilà, bah, il y en a qui ont leur façon de travailler, voilà, etc. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de ports USB en façade, parce qu'il y en a que 2, bah là aussi vous pouvez en ajouter. Parce que moi, personnellement, 2 ports USB 3 en façade, déjà c'est bien, c'est des USB 3, ça y a pas de problème, parce que j'avais acheté un Antec, qui avait aussi la particularité d'être relativement compact, mais moins que celui-là. Et qui était moins bien refroidi aussi que celui-là, parce qu'il avait pas l'avant tout ouvert, comme ça. Eh bien, il avait un port USB 2 et un port USB 3. Alors là, par contre, 2 ports USB, et en plus, c'est même pas 2 USB 3. Franchement, voilà, c'était un peu bête. Et j'ai aussi un autre boîtier, c'est le Fractal Design Define S. Eh bien, contrairement au Define R5, qui est un très très bon boîtier, bah celui-là, il n'a que 2 ports USB 2 en façade, USB 3 en façade, je veux dire, et il n'y a aucune baie 5,25 pouces, donc vous pouvez absolument rien ajouter, c'est très 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 handicapant sur ce boîtier. Bref, voilà pourquoi j'ai choisi ce boîtier, 2 critères vraiment, on va dire, qui commencent à se faire rares sur les boîtiers d'aujourd'hui, notamment le fait que ce soit compact, le fait qu'il y ait une baie 5,25 pouces. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir s'il est bien foutu. Donc on va essayer ça de diverses manières, mais tout d'abord, je vais vous illustrer à quel point ce boîtier est plus petit que la moyenne. Alors première chose que vous pouvez voir, c'est assez difficile à comprendre avec la perspective, mais comme vous pouvez le voir, ce boîtier est beaucoup plus bas que le Define R5, qui est pourtant un boîtier qui, pour un ATX de grande taille, est relativement contenu en termes de hauteur. Pareil pour la longueur, vous pouvez voir qu'il est nettement moins long, enfin profond si vous préférez, et comme vous pouvez le voir, il est aussi beaucoup moins large. Donc en termes de gabarit, on se retrouve plutôt avec un boîtier qui est très compact, ressemblant plutôt à ce qu'on pouvait avoir autrefois comme boîtier, vous savez, à l'époque des Pentium 4 ou ce genre de truc. Il se paye même le luxe d'être plus compact que le Zalman Z9, qui pour moi est quand même un boîtier qui a un bon compromis en termes de taille et de refroidissement, etc. Après, bien entendu, le Zalman Z9, il est beaucoup plus large, etc. Enfin, c'est pas exactement la même catégorie. Mais ça reste un boîtier quand même plus compact que le Define R5 qui est derrière ou ce genre de truc. Donc maintenant, regardons à l'intérieur, et nous avons donc 3 ventilateurs RGB, ici, ici et ici. Des ventilateurs qui m'ont pas l'air particulièrement fragiles, en tout cas, étrangement. On verra ce que ça donne comme bruit en fonctionnement, parce que maintenant il ne me reste plus que ça à tester à propos de ces ventilateurs. Un truc intéressant, c'est que comme vous voyez, ils utilisent les broches standards pour pouvoir se brancher à la carte mère, et il y a aussi ceci. Mais le problème, c'est que je trouve que ça, c'est pas très élégant. Ils auraient mieux fait de nous laisser juste la prise normale et de nous donner des adaptateurs, parce que bon, ça coûterait certainement plus cher à fabriquer, mais bon, voilà, c'est avoir ce truc qui pendouille dans le boîtier un peu partout, c'est un petit peu chiant. Donc il va falloir utiliser des rallonges pour cacher ça derrière, ou couper ça au pire, ce qui est totalement faisable. Alors pour ce qui est des emplacements pour les disques durs, c'est assez confus franchement. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit j'ai rien compris. Eh bien vous pouvez mettre comme ça le long 3 SSD,
Vous pouvez mettre en dessous un SSD ou un disque dur à plateau tout au fond, comme ça, juste visser à même la plaque, donc il faut tourner le boîtier pour pouvoir visser par en dessous. Sinon, à cet endroit-là, vous pouvez mettre 2 disques durs à plateau, un dans ce sens-là et un autre attaché en dessous, comme ça. Cette chose-là, cette espèce de bordel-là, peut se détacher et se mettre en dessous pour pouvoir le mettre ici ou ici, suivant votre préférence. Alors de l'autre côté, vous avez une plaque similaire à celle qui est vitrée, mais sans la vitre bien entendu, parce que ça cache tout ce qui est moche. Vous avez tous les fils de façade qui passent ici, ça c'est moi qui ai rajouté ce petit machin pour pouvoir l'attacher, donc vous avez des crochets un peu partout pour pouvoir attacher les fils, c'est pratique. Niveau qualité de construction, franchement, nous sommes au niveau d'un boîtier bas de gamme et tout, même s'il a l'air un tout petit peu mieux que ce qu'on peut trouver en no-name, on n'en est pas si loin que ça. Par contre, ce qui change par rapport au no-name, c'est surtout que là, c'est plus pratique à utiliser, quoi. Nous avons ce trou-là qui a été fait, nous avons des trous et des attaches aux endroits les plus pertinents, ça déjà, c'est un bon point. Et ici, nous avons le petit module qui permet de pouvoir avoir le LED machin et tout ça, RGB truc. Nous avons aussi une notice et un petit truc explicatif uniquement pour le truc RGB en option. La notice est très compréhensible, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Sinon, un truc qui est dit dans la notice et qui est assez amusant et que là j'aurais pas pu deviner, c'est si vous n'avez pas de gestion du RGB dans votre carte mère, vous pouvez prendre ce truc, le reset switch, et le transformer en switch qui permet de pouvoir passer d'un mode RGB à un autre. Donc vous le branchez comme ça sur le module, et comme ça votre bouton reset servira en fait à passer d'un mode RGB à un autre. Les ventilateurs RGB se branchent tous individuellement sur cette petite carte, on peut en mettre jusqu'à 4 visiblement, mais ce boîtier ne peut avoir que 3 ventilateurs. Alors maintenant parlons de quelques défauts dans ce boîtier. Je vous ai déjà parlé d'un boîtier Antec, un boîtier d'où je vous avais parlé il y a très longtemps en vidéo d'ailleurs. Ce boîtier-là, son problème c'est qu'il respirait pas du tout. Il avait un gros déficit, on va dire, en approvisionnement en air ou en extraction, j'en sais trop rien. Dans tous les cas, ce qui se passait c'est que toute la chaleur était restée piégée dans le boîtier. Un problème accentué par le fait que l'alimentation était encore en haut du boîtier, ce qui est un truc complètement anachronique, même à l'époque où j'ai fait la vidéo. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, ce boîtier-là, il a la lime en bas. Bon, ça va, au moins, ils ont pas fait cette erreur. Et un autre truc que ce boîtier a de mieux que le Antec, c'est que ici, vous avez quand même une bonne aération en façade. Par contre, un défaut qu'il y a dans ce Sharkoon VG7, c'est que au-dessus, ici, vous n'avez aucune aération. Absolument aucune aération sur le dessus du boîtier. Et ça, par contre, je trouve ça bête parce que le dessus du boîtier, c'est un petit peu l'endroit idéal où mettre des aérations. Alors bien entendu, si vous posez des trucs sur votre boîtier, bon, ça n'a aucune incidence, ça sert à rien. Et c'est vrai que là, dans l'occurrence, moi, si j'aime bien les boîtiers compacts, c'est aussi pour pouvoir les empiler, faire des trucs, etc. Mais un moyen d'avoir une aération gratuite, on va dire, comme si vous rajoutez 2 ventilateurs dans un ordinateur, sans même en rajouter un seul, parce qu'on peut mettre des ventilateurs sur le dessus du boîtier, mais ça sert absolument à que dalle, mais genre, juste, vous ouvrez le dessus de votre boîtier, et là, toute la chaleur va monter et va sortir. Et ça, c'est vraiment un bonus qui est assez impressionnant. Moi, quand j'ai testé divers boîtiers, parce que je peux vous dire qu'en testage de boîtier, je m'y connais un minimum, c'est ça qui est assez amusant, c'est que j'ai toujours tendance à tomber sur des mauvais boîtiers, ça m'a fait une bonne éducation là-dedans. Et ben, vous voyez, le Zalman Z9, il est ouvert sur le dessus. Mais il est plus compact que le Define R5. Le Define R5, qui est derrière, eh bien, il a des panneaux qu'on peut enlever pour aérer au-dessus. Bah, si ces panneaux sont mis, purée, avec certains processeurs, c'est juste la cuisson. Ça, y a absolument aucun air qui passe, et pourtant c'est un boîtier beaucoup plus volumineux que le Zalman Z9. Eh bien, ce boîtier, je me demande s'il va pas avoir le même problème, à l'exception qu'on ne peut pas ouvrir le dessus. À moins qu'on y aille à la Dremel, j'en sais rien, mais... Donc pour tester ses capacités de refroidissement, j'ai sorti le AMD FX 8320 que je vais overclocker. Alors, le FX 8320, c'est déjà un FX 8350 qui a du mal à ne pas chauffer, en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont transformé en 8320, en gros en baissant très fortement la fréquence, et donc si on l'overclock, c'est une horreur à refroidir, ça je connais bien, j'ai utilisé ça un moment, et donc... Ce processeur-là est extrêmement relou, quoi, en termes de refroidissement. Dans tous les boîtiers sur lesquels je l'ai mis, il faut vraiment avoir des boîtiers bien ouverts pour pouvoir le refroidir. Donc, parfait test pour voir si ça étouffe dans ce boîtier. En termes de ventilation, il s'agit ici d'un emplacement 12 cm, donc vous pouvez très certainement mettre un water cooling ici. Et de l'autre côté, il s'agit d'emplacements qui sont encore plus larges, donc vous pouvez clairement mettre un water cooling à cet endroit-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, maintenant il me reste plus qu'à essayer de monter une carte mère dedans et voir si ça chauffe fort.
donc c'est monté. Alors ça a été un petit peu galère, hein, comme vous voyez au niveau du rangement des fils, vu que j'ai utilisé une alimentation Sharkoon qui m'ont donné avec. Bon, c'était une non modulaire, bas de gamme, etc. C'est logique, hein, c'est pour vous faire un pack avec une gamme relativement cohérente, quoi. Franchement, voilà, il y a que ce fil-là qui ne me sert à rien. Je l'ai juste lié ici, bon, ça va, c'est pas trop grave. Au final, le problème, c'est surtout l'engorgement des fils qui se produit intégralement ici, parce que vu que le boîtier est fait pour être compact, ici, il n'y a absolument aucun passage de fil, quoi. Par contre, je me rends compte qu'ils ont été intelligents pour les cartes mères micro ATX, ils ont mis des ouvertures ici pour faire passer les fils à cet endroit-là. Donc pourquoi pas, parce que moi comme j'utilise une longue, bah voilà, ces ouvertures sont pas disponibles, mais voilà à quoi ça sert si vous vous demandez pourquoi il y a des ouvertures là. Donc bon, j'aurais peut-être pu faire un meilleur travail pour faire passer tout ça, mais clairement, j'ai eu du mal à faire passer tout ce bazar. Le plus difficile a été de faire passer les fils du RGB machin chose par ce trou ici, qui est vraiment trop petit pour faire passer les prises, sinon il faudrait faire sauter la façade, mais j'ai réussi à me débrouiller autrement. Pour le ventilateur à l'arrière, peut-être que avant de mettre la carte mère, j'aurais pu le faire passer par là. Le problème, c'est que si je le fais passer par là, je suis obligé de renlever la carte mère pour changer le ventilateur. Ça par contre, c'est assez casse-pied. Alors maintenant, voyons si ça ferme, hein. C'est juste, mais ça a l'air de vouloir fermer. Ouais, j'ai réussi à fermer ça avec mon tas de câbles pourris. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais pour que ce soit à peu près propre d'un côté, il faut que ce soit absolument dégueulasse de l'autre, hein, généralement. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, de ce côté-là, les câbles pour les ventilateurs, j'ai été obligé de les faire passer par là, parce qu'il n'y avait pas le moyen de les faire passer par là. Donc tant pis, ils passent en diagonale, comme ça. Vous pourrez éventuellement les cacher sous un SSD ou sous un disque dur, en les faisant passer comme ça, et floup. Et je les ai branchés du coup en Molex, histoire de ne pas avoir de fil qui passe devant la carte mère. Celui-ci, il a fallu que je lui fasse faire un zigzag entre les PCI Express, etc. pour pouvoir le brancher tout en bas, parce que cette carte mère malheureusement n'a pas de prise là-haut. Pour ce qui est des autres câbles, j'ai pu faire à peu près comme je fais d'habitude. Pour le branchement des SSD, ce genre de trucs qui se mettent par là, c'est difficile de cacher les câbles, à part en utilisant cette cage là, etc. Et en la mettant en bas, là, éventuellement, on peut utiliser le trou qui est là, et ça cache les câbles. Pour la carte graphique, pas moyen de faire beaucoup mieux que ça. Pour les câbles alimentation et machin chouette et USB 3, il y a tout juste la longueur pour pouvoir brancher mon USB 3 ici, mais il faut savoir que la majorité des cartes mères ne l'ont pas à cet endroit-là, mais l'ont plutôt vers là. Donc ça aurait pas été tellement un problème. Mais malgré tout, j'ai réussi à le brancher là, ce qui franchement n'est pas aisé, parce que avec cette carte mère, certains boîtiers, c'est même pas possible d'aller le brancher là en faisant une diagonale comme ça, tellement ils l'ont mis à un endroit super loin. Donc voilà, pour le serial attach, je lui ai fait faire un petit tour par derrière, ça permet d'utiliser la longueur du câble, voilà, bon. Et pour ce qui est du truc pour alimenter le processeur, la petite prise 4 ou 8 broches, sur cette alimentation il y en a deux, il y en a une obligatoirement 8 broches, et l'autre qui est sécable en deux. Donc bon, ça doit pouvoir être compatible avec des cartes mères double processeur, je suppose. Donc voilà, hop, je le fais passer par là. Et je l'ai branché ici avec toutes les difficultés du monde, parce que forcément, c'est un boîtier compact, donc le ventilateur vient gêner, j'avais pas envie de l'enlever, le ventirad vient gêner, j'avais pas envie de l'enlever, et il n'y a pas de place sur le haut. C'est pareil pour une des vis de la carte mère, c'est assez difficile à mettre, mais on se débrouille, on finit par y arriver. Le système de fixation à l'arrière, ici sur le plancher des vaches, vous voyez, ici vous avez ce cache en métal, il sert absolument à rien, à part à interdire l'accès de ces trucs-là, il permet même pas de les coincer dedans ou je sais pas quoi, donc c'est amusant, on peut l'enlever pour faire plus d'aération si on veut au pire. Et sinon c'est le traditionnel truc qu'on visse dedans et les morceaux de métal que l'on coupe. Mais le boîtier vient avec deux machins comme ça qui sont interchangeables que l'on peut mettre dans les trous qu'on a déjà découpés pour pouvoir les reboucher si jamais on les utilise plus. Bon, c'est moins bien que d'avoir tous les trucs amovibles et que l'on peut remettre, etc. Mais c'est toujours beaucoup mieux que la majorité des boîtiers extrêmement bas de gamme où il n'y a absolument aucun moyen de pouvoir reboucher les trous. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé, c'est plutôt clean. Vous voyez que mon gros ventirad rentre dedans sans aucun problème. Enfin, je dis gros, c'est pas un énorme, hein, c'est pas les Noctua machin chose. Non, c'est juste qu'il est très haut et le ventilateur dépasse ici. Ce que éventuellement je pouvais redouter, c'est que ça puisse taper dedans. Mais non, au final, il n'y a aucun problème. Il y a même une marge d'encore 1 cm pour plus de hauteur au niveau du ventilarad, donc il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer cette machine et voir si la carte graphique et ce processeur extrêmement consommateur et chauffant vont réussir à ne pas trop suffoquer là-dedans, et voir aussi si cette
cette alimentation arrive à supporter ces deux trucs en overclocké qui vont pomper largement plus de 500 watts, c'est une alimentation 500 watts. Allez, voyons ce que ça donne quand ça s'allume. Alors déjà, on peut dire que c'est plutôt silencieux, et si je branche le truc RGB machin midule, voilà ce que ça donne. Alors si j'appuie sur le bouton, ça donne quoi? Hop, ça passe en vert, ça passe en bleu, ça passe en blanc, oh, c'est pas mal, hop, ah tiens, bah c'est, oui, d'accord. Ensuite, oh tiens, une sorte de bleu amusant, hop, oh, violet carrément. Voilà, voilà, ok, bon bah c'est amusant, hein. Au niveau du bruit des ventilos, j'ai rien à dire, hein, c'est tout à fait correct, ça fait un petit peu de ventilation, un petit bruit de ventilation, mais très sourd, pas un bruit aigu, pas un bruit racassant, etc. Quelque chose avec lequel on peut vivre sans aucun problème. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est franchement l'une des seules fois où je mets les ventilos à leur vitesse maximale dès le départ, et j'ai pas envie de mettre des limiteurs partout, donc c'est plutôt bon signe. Bon bah maintenant, reste plus qu'à voir si ça chauffe, hein. Ouhou, j'avais oublié à quel point le 8320 c'était un chauffage quand on l'overclockait, mais vraiment un vrai chauffage, hein, parce que je peux vous dire que quand on met la main derrière, on le sent, hein, que ça sort de l'air chaud, et la seule et unique sortie qu'il y a dans ce boîtier, c'est le ventilateur à l'arrière. Donc clairement, il a du boulot ce ventilateur arrière. Alors un truc que l'on peut dire, c'est que, eh ben non, visiblement il ne surchauffe pas, hein, mais il arrive quand même à ses limites de température, hein, avec une GTX 560 Ti qui elle aussi est un chauffage incroyable, surtout que c'est une carte graphique de chez MSI pas très bien conçue, où toute la chaleur, enfin l'air chaud, au lieu de s'évacuer par l'arrière du boîtier, s'évacue par l'intérieur même du boîtier, donc dans ce genre de boîtier c'est parfaitement nul, eh bien, malgré tout, on ne surchauffe pas, hein. On est à 75 degrés, qui est le maximum acceptable, on va dire, voilà, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait vraiment chaud en plus, donc c'est vraiment les meilleures conditions, hein, pour tester ça. Au niveau de cet endroit-là, il y a vraiment un manque d'aération, je ne sais pas quoi. Il devrait vraiment y avoir, je sais pas, un emplacement avec un grillage ou quelque chose comme ça, parce que à cet endroit-là, on sent bien que le boîtier est en train de chauffer, quoi. Il est vraiment, vraiment chaud, quoi. Il suffirait d'avoir une ouverture ici et hop, toute la chaleur monterait et il y aurait plus de problème. Donc voilà, c'est vraiment le problème que je pressentais, il est là, quoi. Mais il est pas suffisamment là pour que le processeur se bride de lui-même à cause de la température. Donc c'est un très très bon point, ça, par contre, parce que je m'y attendais absolument pas que dans un boîtier de ce genre-là, ça pose pas un énorme problème. Ce boîtier est relativement insonorisant aussi, on entend beaucoup moins que si on enlevait la plaque sur le côté, là, la plaque vitrée, on entend beaucoup moins le ventilateur du CPU, qui est un truc qui fait quand même pas mal de bruit, avec un seul ventilateur. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait deux ventilateurs sur le Ventirad, ça changerait rien du tout. Là, on est clairement limité par les capacités du boîtier lui-même à envoyer l'air dehors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça arrive à refroidir un 8320 overclocké, ça arrivera à refroidir n'importe quoi, pratiquement, hein. Je suis sûr que même les plus gros Ryzen à peu près abordables ne chauffent pas autant que ça. On est vraiment sur du processeur chauffage de ouf, quoi. En tout cas, je suis plutôt content d'avoir eu cette idée de foutre ces deux chauffages dedans, parce que en plus d'être des sacrés chauffages, ce sont des gros consommateurs. Et ça a permis de tester cette alimentation SHP bronze de chez Sharkoon, qui, de ce que j'ai vu en regardant les composants et de ce que je vois en termes de stabilité du courant ou ce genre de truc, fonctionne très convenablement. Car là, avec cette carte graphique et ce processeur, on arrive plus ou moins aux limites de ce que peut faire une alimentation 500 watts. Et en tout cas, une chose est sûre, le 5 volts c'est du 5 volts, le 12 volts c'est du 12 volts, il y a rien à dire. En arrêtant mon test, je peux voir sur les graphiques que le 5 volts remonte un tout petit peu, le 12 volts baisse un petit peu, une fois le test arrêté. Bon, si le 12 volts baisse, c'est parce qu'il surcompense un petit peu, le 5 volts, il reste toujours plus ou moins à 5 volts, il y a rien à dire, hein. On est sur une alimentation qui fait un job d'alimentation, quoi. Et ben voilà, j'ai fini avec ce petit boîtier Sharkoon, je pense n'avoir rien de particulièrement négatif à dire dessus, ça m'a l'air d'être un boîtier tout à fait convenable. En tout cas, si vous avez la plus grosse chaudière de l'univers, il est peut-être pas forcément recommandable, mais pour un ordinateur tout à fait correct, il y a absolument rien à dire dessus. C'est fou le nombre de modes qu'il peut y avoir dans cette espèce de composant RGB truc bidule. Bon bah voilà, j'ai plus rien à dire, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!